personne ne l'avait vu venir. Pas les bookmakers de Las Vegas, pas les consultants des grandes chaînes nationales, pas même les supporters les plus acharnés des plus grandes puissances du football, ceux qui sont entrés dans leur stade ce lundi-là encore convaincus que leurs équipes étaient intouchables. En une seule journée, la Coupe du Monde 2026 a complètement basculé, et au moment où les coups de sifflet finaux ont retenti, la plus ancienne hiérarchie de ce sport s'était fissurée de toutes parts, d'une manière à laquelle personne devant son écran n'était préparé. 3 matchs, 3 séismes. Et lorsque la poussière est retombée entre le Texas et le Mexique, les amateurs de football du monde entier se posaient la même question. Comment cela a-t-il pu arriver? Et qu'est-ce que cela signifie pour la suite du tournoi? Reste avec cette histoire parce que ce qui s'est déroulé ce jour-là est déjà décrit comme l'une des journées les plus folles de toute l'histoire de la Coupe du Monde, avec, sous la surface, un courant politique que la plupart des résumés de temps forts ne prennent jamais la peine de mentionner. Avant de plonger dans le chaos lui-même, il faut comprendre ce que cette Coupe du Monde représente réellement au-delà des scores. Ce tournoi, co-organisé pour la toute première fois par les États-Unis, le Mexique et le Canada, devait être une vitrine d'unité nord-américaine, une occasion pour le continent de présenter son meilleur visage à la planète entière. Au lieu de cela, il est devenu quelque chose de beaucoup plus trouble, un événement pris entre la joie pure du jeu et la tension du moment politique actuel aux États-Unis. Des organisations de défense des droits humains et des dizaines de groupes de supporters ont passé des mois avant le match d'ouverture à mettre en garde les visiteurs internationaux contre les risques liés au contrôle de l'immigration dans le contexte des politiques de fermeté de l'administration en place. Plus de 120 organisations de défense des droits, aux côtés de grandes associations de liberté civile, ont publié un avis de voyage commun à destination des quelques 10 millions de personnes attendues dans les villes hôtes. Elles y avertissaient que ce qu'elles décrivaient comme une montée de l'autoritarisme et une intensification des opérations de contrôle faisait peser des risques réels, en particulier sur les communautés immigrées, les minorités raciales et ethniques, ainsi que les voyageurs LGBTQ. Des chercheurs indépendants ayant examiné les données gouvernementales ont constaté que les agents fédéraux de l'immigration avaient procédé à plus de 167 000 arrestations dans les zones métropolitaines, accueillant des matchs de Coupe du Monde en un peu plus d'un an, un chiffre qui a surpris même des observateurs aguerris de la politique migratoire américaine. Le département de la sécurité intérieure a publiquement promis qu'il n'y aurait pas de descente massive dans les stades ni dans les fan zones. Sa responsable déclarant sans détour, lors d'une interview télévisée, que les agents n'étaient pas là pour, selon ses propres mots, foncer en masse sur les supporters. Pourtant, pour de nombreux voyageurs et de nombreuses familles immigrées, cette assurance n'a pas suffi à calmer les inquiétudes, surtout après la publication d'informations concernant un père demandeur d'asile qui aurait été arrêté après avoir emmené ses enfants à un match l'an dernier, puis détenu pendant des mois avant d'être finalement expulsé. Des responsables locaux de plusieurs villes hôtes, dont Los Angeles, ont déclaré avoir personnellement demandé à leurs interlocuteurs fédéraux des garanties écrites assurant qu'aucune opération migratoire n'aurait lieu à proximité des rencontres, une demande qui montre à elle seule à quel point l'incertitude entoure ce tournoi depuis le tout début. Rumeurs et vérifications factuelles ont circulé presque à parts égales. À un moment donné, des publications virales sur les réseaux sociaux ont affirmé que des milliers de supporters annulaient leurs billets pour la Coupe du Monde par peur des contrôles migratoires, une affirmation que la FIFA elle-même a fermement démentie, la qualifiant de fausse information et précisant que les données de vente de billets ne faisaient apparaître aucune annulation massive de ce type. D'autres publications ont suggéré à tort que de nouvelles suspensions générales de visas empêcheraient net purement et simplement les supporters d'assister au tournoi. En réalité, les visas touristiques de courte durée sont restés largement inchangés, même si une interdiction de voyage liée à une courte liste de pays a compliqué l'entrée de supporters venus de nations comme l'Iran et Haïti, 2 pays dont les sélections disputaient justement cette compétition. De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino,
continue de présenter l'événement comme une célébration joyeuse, déclarant aux journalistes que des dizaines de millions de visiteurs viennent en Amérique simplement pour ressentir ce qu'il a appelé l'ambiance de la Coupe du Monde. Ses critiques estiment que cette ambiance est beaucoup plus difficile à ressentir pour les communautés qui vivent sous l'ombre d'un contrôle fédéral agressif dans leur propre quartier. Ce contexte compte parce qu'il a influencé ceux qui sont venus, ceux qui sont restés chez eux, et la manière dont ce tournoi est déjà en train d'être raconté, alors même que le football lui-même a offert un chaos d'une ampleur rarement observée en une seule journée de match à élimination directe. Ce qui nous ramène sur le terrain, où trois des nations les plus historiques de ce sport allaient découvrir que la réputation ne vaut absolument rien une fois que l'arbitre donne le coup d'envoi. Tout a commencé à Monterrey au Mexique, où les Pays-Bas sont entrés sur la pelouse avec une assurance tranquille, bâtie sur une phase de groupe dominante. Les Néerlandais avaient traversé leur premier match avec autorité, inscrivant 10 buts au total et écrasant la Suède sur le score sans appel de 5-1. Sur le papier, cette équipe semblait construite pour aller loin dans le tournoi, chargée de talent offensif et de solidité défensive. En face se dressait le Maroc, une nation qui portait quelque chose de beaucoup plus difficile à quantifier que le talent brut, une fois forgé dans une mémoire récente. Quelques années plus tôt seulement, les Lions de l'Atlas avaient stupéfié l'ensemble du monde du football, en devenant la première nation africaine de l'histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. Et ce soir-là, devant une audience télévisée mondiale, ils étaient déterminés à prouver que ce parcours historique n'avait rien d'un accident, mais constituait le début de quelque chose de bien plus durable. Pendant de longues séquences, les Néerlandais ont semblé filer vers un résultat confortable. L'attaquant Cody Gakpo a ouvert le score d'une finition clinique qui semblait destinée à envoyer son équipe au tour suivant sans beaucoup plus de drame. Mais le football, dans sa forme la plus pure et la plus impitoyable, n'a jamais respecté la réputation à elle seule, et il possède un sens cruel du timing lorsqu'il s'agit de punir l'excès de confiance. Très loin dans le temps additionnel, alors que les espoirs marocains semblaient définitivement s'éteindre, le remplaçant Shemseddine Talbi a envoyé depuis le côté un centre tendu et dangereux. Au-dessus de toute la ligne défensive néerlandaise, le défenseur Issa Diop s'est élevé pour placer une tête qui a filé dans les filets à la toute première minute du temps additionnel. Le stade a explosé de bruit. En un instant, un match qui semblait plié était soudainement entièrement relancé et le banc néerlandais paraissait sonner. La prolongation est arrivée puis s'est achevée sans vainqueur, mais non sans son lot de drames et d'occasions manquées de peu des deux côtés. Le Maroc a cru avoir arraché l'avantage définitif lorsque l'attaquant Soufiane Rahimi a percé plein axe dans le dos de la défense néerlandaise, avant que le gardien Bart Verbruggen ne réalise une parade réflexe spectaculaire qui a, d'une façon presque inexplicable, maintenu son équipe en vie au cœur de ces 30 minutes supplémentaires. Le match s'est alors dirigé vers les tirs au but, et il existe vraiment peu de moments dans tout le sport plus insoutenables sur le plan émotionnel qu'une séance de tirs au but, lorsque des carrières entières, la fierté nationale et des années de préparation reposent sur une seule frappe à 11 mètres, sous une pression immense. Le capitaine marocain est l'un des noms les plus reconnaissables du football, Achraf Hakimi, a complètement manqué sa tentative. Les Néerlandais ont eux aussi connu leur raté, répartissant l'attention des deux côtés de la séance. Mais c'est le gardien marocain Yassine Bounou qui est finalement devenu le héros de la soirée, réalisant une parade décisive en plongeant pour repousser la tentative de Crescencio Somerville avant que le milieu Ismaël Saibari ne s'avance calmement sous une pression énorme et n'inscrive le tir au but de la victoire à ras de terre dans le coin. Le Maroc l'avait encore fait, éliminant l'une des nations les plus décorées et historiquement les plus réussies du football européen et renvoyant les Pays-Bas chez eux avant la phase à élimination directe pour la première fois de toute leur histoire en Coupe du Monde.
Pour une nation qui, dans la mémoire récente, a déjà brisé 2 fois les attentes que le monde du football avait placées sur elle, ce n'était pas simplement de la chance. Le Maroc avance désormais vers un 8e de finale contre le Canada, co-organisateur du tournoi, porté par l'élan et la conviction inébranlable d'un pays qui a prouvé, non pas une fois mais 2, qu'il appartient à l'élite de ce sport, alors que le monde du football tentait encore de reprendre son souffle après ce qui venait de se passer à Monterrey. Un choc encore plus grand se déroulait discrètement à des centaines de kilomètres de là, dans un match qui allait ébranler le football allemand jusque dans ses fondations. L'Allemagne est arrivée à ce stade du tournoi en tant que quadruple championne du monde, une nation dont toute l'identité footballistique s'est construite décennie après décennie sur la discipline, la maîtrise tactique et une capacité presque mythique à arracher des résultats précisément lorsque la pression devient la plus forte. Son adversaire, le Paraguay, arrivait avec tout autre chose que des trophées ou un pédigré prestigieux. Une histoire générationnelle brute et les espoirs d'une petite nation sud-américaine enclavée d'environ 7 millions d'habitants, prise géographiquement et footballistiquement entre les géants continentaux que sont l'Argentine et le Brésil. Pour le Paraguay, atteindre simplement ce stade représentait déjà un territoire inhabituel, un rare passage sous les projecteurs sur la plus grande scène possible de ce sport. Le match lui-même a basculé d'un côté puis de l'autre avec une tension implacable à vous broyer les nerfs dès le coup d'envoi. Le Paraguay a frappé le premier juste avant la pause, lorsque le milieu Julio Enciso s'est élevé au-dessus de son défenseur pour reprendre de la tête un centre parfaitement placé de son coéquipier Mathias Galarza. L'Allemagne a répondu peu après par l'intermédiaire de son attaquant vedette Kai Havertz, qui a égalisé au début de la seconde période d'une finition maîtrisée. Le duel s'est alors prolongé vers 30 minutes supplémentaires, avec absolument tout encore en suspens. Puis est venu le moment qui allait définir toute la soirée, et peut-être cette Coupe du Monde entière. Dans la deuxième période de la prolongation, l'Allemagne a cru avoir enfin trouvé le but de la victoire lorsque l'immense défenseur Jonathan Tah s'est élevé au-dessus de la défense paraguayenne pour reprendre de la tête un corner bien travaillé. Les célébrations ont commencé immédiatement. Le banc allemand s'est vidé sur la pelouse dans une joie pure. Pendant quelques secondes fugaces, on a vraiment eu le sentiment que le destin était scellé pour la quadruple championne du monde. Puis, l'arbitre assistant vidéo est intervenu. Après une longue et douloureuse vérification qui s'est étirée pendant plusieurs minutes, le but a finalement été entièrement annulé, refusé pour une faute commise sur le gardien paraguayen dans l'action ayant mené au corner. La célébration prématurée de l'Allemagne s'est instantanément transformée en incrédulité et en frustration sourde, une frustration qui allait rester présente longtemps après le coup de sifflet final. Le score étant toujours nul après la vérification, le match est parti au tir au but, et l'histoire semblait fortement pencher du côté allemand au moment d'aborder la séance, puisque cette nation n'avait perdu qu'une seule séance de tir au but dans un grand tournoi en plusieurs décennies de compétition. Ce remarquable bilan n'a pas survécu à cette nuit particulière au Texas. Le gardien paraguayen, Orlando Gil, a enchaîné les arrêts décisifs, lisant les tireurs allemands avec une précision presque troublante tout au long de la séance. Dans l'un des retournements les plus cruels imaginables dans un sport déjà célèbre pour sa cruauté, c'est Jonathan Tah lui-même, le même joueur dont la tête annulée avait défini le match quelques minutes plus tôt, qui a ensuite vu sa propre tentative s'envoler sans danger au-dessus de la barre. Son coéquipier allemand Nick Woltmade a également manqué son tir, aggravant encore le cauchemar. L'attaquant paraguayen José Canal s'est alors avancé sous une pression immense et a transformé avec sang-froid le tir décisif de la mort subite, envoyant le Paraguay au tour suivant sur le score final de 4-3 au tir au but et éliminant complètement du tournoi la quadruple championne du monde. Des analystes et des observateurs de longue date du football l'ont depuis qualifié de possible plus grande surprise de toute l'histoire des matchs à élimination directe en Coupe du Monde, et cette défaite marque la sortie la plus précoce de l'Allemagne dans un mondial depuis son parcours triomphal jusqu'au trophée en 2014.
le Paraguay avance désormais vers un 8e de finale contre le vainqueur du match entre la France et la Suède, une rencontre prévue à Philadelphie dans quelques jours seulement. Deux véritables géants du sport étaient doivent tomber à quelques heures d'intervalle. Et puis est arrivé un troisième match qui a poussé tout le monde du football au bord de son siège collectif. Le Brésil, quintuple champion du monde, et statistiquement la nation la plus victorieuse de toute l'histoire de la Coupe du Monde, abordait cette rencontre comme l'un des grands favoris pour soulever le trophée lors de la finale dans le New Jersey plus tard cet été. Son adversaire, le Japon, arrivait avec une confiance discrète mais en progression constante, après être sorti de son groupe à la 2e place grâce à une série de résultats qui avaient surpris de nombreux observateurs, aussi bien au pays que dans le reste du monde du football. Ce qui a suivi à Houston est rapidement devenu l'un des matchs les plus commentés de tout le tournoi jusqu'ici. Le Japon a frappé le premier, prenant le Brésil complètement à contre-pied. À la 29e minute, le milieu Kaishu Sanno a intercepté une passe brésilienne mal assurée au milieu du terrain et a déclenché une véritable fusée de très loin, hors de la surface, qui a filé devant le gardien brésilien impuissant avant de finir au fond des filets. Le stade est tombé dans un silence stupéfait, incrédule. Pour la première fois de tout ce tournoi, il a réellement semblé que l'un des véritables géants traditionnels du football pouvait tomber sur un résultat dont les supporters parleraient encore pendant des décennies. Mais le Brésil, comme l'histoire l'a montré à maintes reprises, ne cède pas facilement sous la pression. À la 56e minute, le milieu vétéran Casemiro s'est élevé au-dessus de toute la ligne défensive japonaise pour reprendre un centre parfaitement ajusté de son coéquipier Gabriel Magalhães et placer une tête puissante hors de portée du gardien, remettant les deux équipes à égalité. Le Japon, pourtant, a refusé de simplement reculer pour protéger le nul. Les Japonaises ont continué à avancer, continué à presser et continué à croire en leur chance jusqu'au bout. À mesure que le chronomètre se rapprochait de la fin du temps réglementaire, il a vraiment commencé à sembler que ce match précis était destiné à aller en prolongation, un résultat qui, à lui seul, aurait déjà compté parmi les grandes surprises de toute l'histoire du tournoi. Puis, alors que la rencontre était plongée dans le temps additionnel et qu'il ne restait que quelques secondes à jouer, tout a soudain changé en un instant. Une passe japonaise imprécise près du milieu de terrain a été interceptée par le Brésil. Le ballon est rapidement arrivé jusqu'au milieu Bruno Guimarães, qui a glissé une passe en profondeur parfaitement dosée dans la course de l'attaquant remplaçant Gabriel Martinelli. Dès son tout premier contact avec le ballon depuis son entrée en jeu, Martinelli s'est calmement mis en position et a enroulé une magnifique frappe du pied gauche hors de portée du gardien plongeant. Dans le petit filet opposé, le stade a explosé dans un chaos total. À la 95e minute, la quintuple championne du monde venait d'arracher d'une manière presque inexplicable une victoire dramatique aux mâchoires de l'une des quasi-surprises les plus douloureuses du tournoi. Le Japon, une nation qui n'a encore jamais remporté le moindre match à élimination directe dans une Coupe du Monde masculine de toute son histoire, est resté totalement dévasté après être passé si près de réécrire ce chapitre précis de son histoire footballistique. Le Brésil avance maintenant vers un 8e de finale contre le futur vainqueur entre la Côte d'Ivoire et la Norvège. 3 matchs, 3 moments de drame sportif pur, brut, concentrés dans une seule journée inoubliable. En l'espace de quelques heures extraordinaires, tout le paysage compétitif de cette Coupe du Monde a spectaculairement bougé sous les pieds de chacun. Et il y a quelque chose de profondément et universellement humain dans le fait de voir une nation plus petite se dresser avec défi face à un géant, quelque chose qui parle directement à tous ceux à qui l'on a déjà dit qu'ils n'avaient tout simplement pas leur place sur la plus grande scène possible, avant d'y entrer et de prouver le contraire devant le monde entier. La victoire du Maroc n'a jamais été seulement une question de tactique intelligente ou de rebond favorable du ballon. Elle parlait, au fond, d'un pays qui refuse une fois de plus d'être défini par de vieilles hypothèses dépassées sur ceux qui ont exactement le droit de rêver grand dans ce sport.
L'incroyable victoire du Paraguay n'a jamais été seulement une question de tir au but manqué ou d'un seul but annulé. Elle parlait d'une petite nation saisissant une occasion rare, peut-être unique dans une génération, et refusant absolument de la laisser filer entre ses doigts. Et la survie dramatique du Brésil face à un Japon déterminé a servi de rappel puissant. Même les plus grandes nations de toute l'histoire du football sont loin d'être immunisées contre la pression implacable que des équipes plus affamées et plus modestes peuvent exercer lorsqu'on leur laisse la moindre ouverture. Pour les supporters de longue date qui suivent ce sport depuis de nombreuses décennies, des journées comme celle-ci portent une forme de magie particulière, difficile à traduire pleinement en mots. Elles rappellent avec force pourquoi la Coupe du Monde continue de capturer le cœur de générations entières, tous les 4 ans, sans jamais faillir. Non pas parce que les résultats sont réellement prévisibles, mais parce qu'ils ne le sont presque jamais, et cette imprévisibilité est précisément tout l'intérêt. Ce qui rend cette portion du tournoi encore plus remarquable, toutefois, c'est tout ce qui se déroule simultanément autour d'elle, entièrement hors du terrain. Cette Coupe du Monde a été assombrie dès son tout premier coup d'envoi par des questions persistantes autour de l'accès aux visas pour les supporters voyageurs, des interdictions de voyage ciblées touchant des fans venus de pays comme l'Iran et Haïti, et des informations répétées faisant état d'agents fédéraux déployés dans et autour de plusieurs villes hôtes, alors même que les autorités répètent qu'aucune mesure directe de contrôle ne sera prise pendant les matchs eux-mêmes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a promu à plusieurs reprises et avec enthousiasme le tournoi comme une célébration mondiale joyeuse, destinée à accueillir chaleureusement, selon ses propres mots, des dizaines de millions de visiteurs venus de tous les coins du monde. Les critiques et les défenseurs des droits humains soutiennent que ce message promotionnel souriant cohabite difficilement avec une vaste offensive migratoire intérieure qui a directement touché plusieurs des villes mêmes qui accueillent aujourd'hui ces rencontres. Divers groupes de défense continuent ainsi de pousser la FIFA à demander formellement ce qu'ils appellent une trêve temporaire des opérations de contrôle pour toute la durée du tournoi, même si la FIFA a jusqu'ici refusé de s'engager publiquement sur une telle démarche ou sur un accord écrit. Pendant ce temps, de retour sur la pelouse, l'Allemagne et les Pays-Bas se retrouvent à devoir rester seuls avec des questions douloureuses et inconfortables sur les choix d'entraîneurs, les décisions de sélection et ce que ces éliminations étonnamment précoces signifient, au bout du compte, pour l'avenir de 2 programmes footballistiques qui se considèrent depuis longtemps comme appartenant fermement à l'élite mondiale de ce sport. C'est là, finalement, toute la beauté et toute la cruauté du football, à élimination directe dans ce qu'il a de plus essentiel. Il n'existe tout simplement pas de deuxième chance, et aucun lendemain n'attend lorsque le coup de sifflet final retentit sur une défaite. Chaque match porte le poids total, écrasant, des espoirs et des attentes de toute une nation, et ce jour-là, ce poids immense s'est finalement révélé bien trop lourd pour que 2 des géants les plus traditionnels de ce sport puissent le porter jusqu'au bout. À mesure que les tours à élimination directe poursuivent leur marche régulière vers la grande finale au MetLife Stadium dans le New Jersey, plus tard ce mois-ci, une vérité claire est devenue réellement impossible à ignorer. L'ancienne hiérarchie confortable du football mondial n'est plus quelque chose qu'une nation peut simplement tenir pour acquis. L'écart entre les soi-disant géants du sport et les soi-disant outsiders n'a jamais, de mémoire d'homme, paru aussi réduit. Et si cette seule journée extraordinaire a appris quoi que ce soit aux amateurs de football, c'est qu'aucune équipe, quel que soit son passé, les trophées remportés ou la réputation accumulée pendant des décennies, ne peut se permettre de tenir absolument quoi que ce soit pour acquis dans ce tournoi précis. Le long chemin vers la finale de la Coupe du Monde 2026 a déjà produit des moments dont on se souviendra avec émotion pendant des générations, et alors que le tableau se resserre à chaque tour, une chose reste absolument certaine à l'approche des prochaines semaines. Personne dans ce tournoi n'est vraiment à l'abri, et personne devant son écran ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer ensuite.